Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité à ce 23 h. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée de ce vendredi 17 septembre 2021 après avoir pris part avec son homologue ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo à une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée, mission de haut niveau de la CEDEAO conduite par le président ghanéen. Lutte contre la Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a réceptionné ce vendredi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 816 000 doses de vaccins anti-Covid Sinopharm en provenance de la Chine, financés par le dispositif COVAX. L'acquisition de ces vaccins vise à amplifier la prévention contre la Covid-19 dans notre pays. Et puis au Mali, la transition adopte 2 lois d'amnistie pour les putschistes. Les tests concernent le coup d'État d'août 2020 contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, et le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition, Bah Ndao. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ces images du retour du chef de l'État, Alassane Ouattara de Guinée. Le chef de l'État a regagné Abidjan dans la soirée de ce vendredi 17 septembre 2021 après avoir pris part avec son homologue ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo à une mission de haut niveau de la CEDEAO en Guinée. Une mission de haut niveau de la CEDEAO conduite par le président ghanéen. Et puis justement, dans l'actualité nationale, des policiers et gendarmes, 43 au total, mis aux arrêts pour fait de racket. L'opération L'État vous voit menée par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption est dans la phase active. L'information donnée au cours d'une conférence de presse conjointe du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption du commissaire du gouvernement. Entre autres objectifs, assainir le milieu des agents de force de l'ordre censés conduire l'opération de moralisation de la vie publique. Des précisions avec Dangui Dangui. Projection d'images de caméras cachées montrant des actes de racket d'agents de force de l'ordre. 43 policiers et gendarmes sont ainsi dans les filets de cette opération dénommée « L'État vous voit ». Opération menée par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption qui vise à restaurer l'intégrité et l'honneur des forces de l'ordre. Si ces agents d'application de la loi ne sont pas intègres et foulent aux pieds les règles élémentaires de protection des personnes et des biens, elles ruinent la confiance nécessaire de nos concitoyens en sa police, en sa gendarmerie, en ses forces de défense et de sécurité. Le commissaire du gouvernement illustre les enjeux de l'opération « L'État vous voit » avec cette histoire vraie. Il s'agit d'un infirmier qui était poursuivi pour concussion. C'est-à-dire que c'est un élément qui prenait l'argent beaucoup plus qu'il ne le fallait. Alors, l'élément des forces de l'ordre, qui devait se rendre au CHU de Treichville, s'est arrêté devant la cité administrative pour faire un barrage, lui seul. Il prenait de l'argent, des 500 000 francs, etc. Et un monsieur est arrivé devant lui, et ils ont discuté, et lui a pris 1000 francs. Il est parti. Lorsqu'il a fini, lorsqu'il a senti qu'il a eu un peu d'argent, il est reparti pour accomplir sa mission. Lorsqu'il arrive, il tape la porte et qu'il voit l'infirmier, alors stupéfaction. C'est le monsieur qui venait de racketter tout à l'heure au moment où il faisait son barrage. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Il copine avec lui en disant « Comment ça va mon frère ?» Alors il les a fait « Bon, je suis venu juste vous dire bonjour, hein, je retourne. » Il est retourné sans servir la commission rogatoire, sans servir le mandat à ce monsieur. Les lanceurs d'alerte invités à s'impliquer davantage dans cette campagne de lutte contre la corruption, même si le système pour leur protection est encore au stade de projet. Nous aurons un atelier ici à Abidjan d'élaboration d'un projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte. 326 plaintes contre le racket ont été enregistrées en 10 ans, selon le commissaire du gouvernement qui invite les populations à participer à la lutte contre la corruption, notamment contre le racket, en développant la culture de la plainte. Des leaders syndicaux du système éducatif invités à privilégier les intérêts des élèves pour construire un système éducatif de qualité. Voici ce qu'il convient de retenir de la rencontre qui a eu lieu entre ces leaders syndicaux et la ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné. C'était hier jeudi dans la commune de Cocody, Sephora Zegui. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que je m'engage à faire
de la négociation et du dialogue social avec les partenaires syndicalistes les moyens de sauvegarde de la paix sociale. Ce dialogue direct promis par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation le 10 mai dernier est désormais une réalité. Pour ce premier véritable face-à-face entre elle et les syndicats, 4 points majeurs sont abordés. Le rétablissement de la dictée au cycle primaire, le retour des coefficients au collège, l'organisation des états généraux de l'éducation nationale et la redynamisation du Conseil consultatif de l'éducation nationale. Je vous ai écouté attentivement et j'ai compris les dispositions que vous nous offrez de discuter sur l'école pour l'avènement d'une école nouvelle. Le 13 juillet passé, nous, en COSEFSI, nous avons organisé un séminaire de réflexion relatif aux états généraux de l'école. C'est pour dire que nous sommes dans la dynamique, nous sommes prêts à accompagner Madame le ministre. En venant ici, nous avions beaucoup de choses à dire, mais vous avez désamorcé. Face aux leaders syndicaux, le professeur Mariatou Kone a salué les principes de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. Mais en retour, elle a aussi et surtout exhorté ses interlocuteurs à placer les intérêts des élèves de Côte d'Ivoire au-dessus de tout autre intérêt. Les syndicats, ce n'est pas seulement les revendications, c'est la participation aux valeurs citoyennes, c'est la participation à la vie de la nation. L'école n'a pas de couleur. Quand on va à l'école, on ne dit pas tel enfant est de tel parti politique, tel enfant est de telle religion, tel enfant est de tel groupe ethnique. C'est l'enfant, l'élève ivoirien. Donc notre dénominateur commun, c'est la Côte d'Ivoire. À cette rencontre, les mesures prises pour l'année scolaire 2021-2022 ont été expliquées dans les détails aux participants par les différents directeurs concernés. Rappelons que les échanges entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les syndicats se feront tous les 3 mois. Et puis direction la préfecture de Mans, 58 jeunes filles vulnérables de la région du Tongui, formées au métier de la couture, de la coiffure, de la pâtisserie, ont reçu des kits d'installation pour faciliter l'exercice de leur métier. Action initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Cérémonie placée sous la présidence de la secrétaire d'État en charge de la protection sociale. Evoué. C'est à Koko, un quartier populaire de Mans, que vit Maman Mariam avec ses parents. Âgée de 30 ans, célibataire, mère de 2 enfants, elle a arrêté ses études en classe de 4e. Elle est sans emploi. J'aide maman à faire attiquer. Donc c'est ça. Et puis j'arrive à avoir un peu de jetons pour que je puisse me défendre à faire les petits besoins de mes enfants. Nourou Juliana, 34 ans, célibataire, un enfant, se trouve aussi dans un état de vulnérabilité. J'ai arrêté les études par manque de moyens. Je vivais avec mon papa. Je ne faisais rien, je faisais que le travail de servante. Après la mort de mon papa, je suis venue chez ma maman. Elle vend du charbon et je l'aidais aussi à vendre du charbon. Ces 2 jeunes femmes ont été retenues dans le cadre du projet d'assistance à la scolarisation et à la formation des jeunes filles vulnérables. Ce projet, dit de seconde chance, est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en collaboration avec UNICEF et un partenaire financier canadien. Il vise à apporter un appui financier à 200 jeunes filles en difficulté financière à l'effet de poursuivre leurs études et aider celles qui sont déscolarisées à suivre une formation qualifiante afin de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Dans la région du Tongui, 58 bénéficiaires, dont font partie Mariam et Juliana, ont achevé leur formation ou sont en cours d'apprentissage dans les domaines de la pâtisserie, la couture et la coiffure. Aujourd'hui, elles reçoivent des mains de Maï Clarisse, secrétaire d'État chargée de la protection sociale, des kits d'équipement et d'installation composés de cuisinières à gaz, des machines à coudre, des casques et d'accessoires. De quoi améliorer leur connaissance d'apprentissage et faciliter leur installation. Grâce à UNICEF aujourd'hui, je suis très contente. J'arrive quand même à coiffer les gens, les personnes. En tout cas, je suis très contente. La secrétaire d'État plaide pour une extension du projet. Je voudrais ici, au nom du gouvernement,
dire un grand merci à l'UNICEF et les bailleurs de fonds qui accompagnent l'UNICEF et souhaiter que l'UNICEF continue de nous appuyer afin que plus de filles puissent en bénéficier et que l'opération soit étendue sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 régions, la région du Tonkoui et le district d'Abidjan. Grâce à cette initiative qui a débuté en 2020, ce sont au total 222 filles qui ont été scolarisées et 150 ont reçu des formations dans différents corps de métier. Et puis, mesdames et messieurs, il faut continuer de faire attention contre la Covid-19. Des centaines de cas sont enregistrés depuis quelques jours à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 17 septembre 2021 212 nouveaux cas de Covid-19 sur 4813 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs, 145 guéris et 7 décès. À la date du 17 septembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 58 743 cas confirmés, dont 56 495 personnes guéries, 553 décès et 1695 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 969 741. Le 16 septembre, 32 620 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 698 973 doses du 1er mars au 16 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Et justement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, nous le disions à l'instant dans les titres, a réceptionné ce vendredi 17 septembre 2021 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 816 000 doses de vaccins anti-Covid Sinopharm en provenance de la Chine, financées par le dispositif COVAX. L'acquisition de ces vaccins vise, nous le disions également, à amplifier la prévention contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Pierre Damba, le ministre de la Santé, espère atteindre l'objectif de 12 millions de vaccinés en Côte d'Ivoire. Il exhorte les populations à se faire vacciner. Jean-Marc Kudji. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 9h. Sur le tarmac, 18 colis en provenance de la Chine adressés au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'intérieur de ces paquets, 816 000 doses de vaccin Sinopharm. L'arrivée de ce vaccin en Côte d'Ivoire vise à accélérer la vaccination contre la pandémie de la Covid-19. En ce début de rentrée scolaire, les partenaires du plan de riposte sanitaire de l'État de Côte d'Ivoire invitent donc les populations à se faire vacciner. J'aimerais aussi réitérer les mots de Monsieur le ministre pour que chacune se fait vacciner parce que c'est vraiment important pour protéger vos communautés, vos familles et vos enfants. Avec plus de 1 600 000 doses de vaccins Covid administrées à la date du 15 septembre 2021, le ministère de la Santé est prêt à renforcer son dispositif de prévention. À terme, d'ici une semaine, nous serons à plus de 2 600 000 vaccins que nous aurons reçus depuis le CNS et qui permettra donc d'accélérer la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes en train d'intensifier la vaccination au niveau d'Abidjan parce que, il faut le dire, sur Abidjan reste l'épicentre de la maladie avec plus de 95% des cas. Et notre souhait, c'est donc vraiment de mettre ces vaccins à proximité des populations pour que chacun puisse avoir l'opportunité de se faire vacciner. Le vaccin Sinopharm s'administre en 2 doses et est recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Il est efficace à 79% contre la Covid-19, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Bonne nouvelle donc, de nouveaux vaccins présents sur le sol ivoirien. Et puis cette autre bonne nouvelle dans l'actualité pour ces enfants atteints de surdité profonde qui, dans un mois, pourront entendre pour la première fois des enfants donc âgés, 5 enfants âgés de 2 à 5 ans. Ils sont pris en charge en ce moment à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Ils bénéficient de l'exécution de la 4e mission de la chirurgie d'un plan cochléaire dans cet hôpital doté d'un plateau technique de dernière génération. La mission est conduite par une équipe spécialisée en la matière venue de la Belgique. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Mère de l'enfant Josué Eouman, Françoise, vient de recevoir une bonne nouvelle. Son enfant, atteint de surdité profonde, va aujourd'hui même bénéficier d'un implant cochléaire.
Bon, ça me faisait mal de le voir comme ça, pas comme les autres enfants, ça me faisait vraiment mal. On m'a appelé, je ne m'attendais même pas à ça. On m'a appelé, bon, j'étais très contente. Aujourd'hui, on annonce vraiment un nouveau départ, un changement dans la vie vraiment de mon enfant. Cette intervention chirurgicale se tient à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est une opération qui prend à peu près 2 heures de temps. On va insérer ces petites électrodes qui vont reconnecter chacune des zones et on va envoyer des petites stimulations électriques pour stimuler le nerf auditif qui ensuite véhicule l'information au cerveau qui va les interpréter comme des sons. Et c'est cette petite oreille interne qui est déficiente chez ces patients-là. Même si on amplifie le son avec des prothèses auditives classiques, ces patients-là n'entendraient plus. Et donc dans ces cas-là, on passe à cet implant cochléaire. C'est un implant qui est conçu pour durer 30-40 ans. Grâce à cette technologie, il est possible aux enfants d'acquérir l'audition et donc acquérir un langage. Par contre, ceci se fait dans un délai très précis. Si c'est un enfant qui est né sourd, tout ceci doit se faire avant l'âge de 5 ans, 5 ans et demi. En plus, l'implant, il coûte très cher, environ 9 millions. Un enfant qui ne parle pas jusqu'à 1 an, 1 an et demi, il faut que les parents s'inquiètent. 5 enfants âgés de 2 à 5 ans vont bénéficier de cette 4e mission de la chirurgie d'implant cochléaire. Mission conduite par une équipe médicale conjointe venue de la France et de l'Autriche. C'est également une activité de partage d'expériences et de transfert de compétences. Nous sommes à 100% de réussite pour ces 3 premières missions. Nous sommes satisfaits du choix de notre hôpital, l'hôpital mère-enfant. Déjà par rapport à la qualité de la prise en charge des soins. L'hôpital mère-enfant de Bingerville est à sa 26e intervention de la chirurgie d'implant cochléaire. Relativement à ce nombre, 6 enfants ont été gratuitement pris en charge grâce à l'appui de la Fondation Children of Africa. Fin de mission pour les ambassadeurs de l'Italie et de l'Espagne en Côte d'Ivoire. Ils ont reçu des distinctions au cours d'une cérémonie d'au revoir organisée à leur honneur pour avoir contribué au renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont été faits commandeurs de l'ordre national par l'État de Côte d'Ivoire. Éric Goré. C'est après 4 années passées en Côte d'Ivoire que son Excellence Giancarlo Yisso, ambassadeur de l'Italie, achève sa mission. Il est allé faire ses adieux à la chef de la diplomatie ivoirienne. Kandia Kamisoko Kamara a fait de lui commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire au nom de la République de Côte d'Ivoire. Le récipiendaire s'est dit reconnaissant au pays hôte. C'est mon premier poste en tant que chef de mission. Et tout comme le premier bisou, le premier amour, on ne l'oublie jamais. Je crois que je ne vais jamais oublier mon premier poste en Côte d'Ivoire, où j'étais pendant 4 ans. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire mon mieux. Et je pars réconforté par votre accueil et votre décoration. Un autre ambassadeur également distingué, il s'agit de son Excellence Ricardo Lopez, ambassadeur d'Espagne qui quitte définitivement la Côte d'Ivoire. Il a aussi été élevé commandeur de l'ordre national de Côte d'Ivoire. Le récipiendaire a évoqué les grandes actions de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il me plaît de partager avec vous que, suite à la visite de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Espagne, avec qui, Madame la Ministre, vous avez pu avoir un échange par vidéoconférence. Nous allons intensifier notre collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille et de l'Enfant en vue de promouvoir des initiatives menant à un niveau plus élevé d'autonomisation de la femme. À travers ces décorations, la Côte d'Ivoire montre son attachement au renforcement des relations avec tous les pays du monde. Mesdames et messieurs, parlons à présent de ce long soupir poussé par les populations du Bas-Sassandra et qui a trouvé un écho favorable auprès du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Premier ministre Patrick Hachi va procéder demain samedi 18 septembre 2021 au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Avant cet événement tant attendu par les populations du district du Bas-Sassandra, le ministre-gouverneur Philippe Legré s'est rendu sur la côtière qui, en l'état actuel des choses, est un véritable danger pour les automobilistes qui s'y aventure. Sam Connor depuis le Bas-Sassandra. Vu du ciel, on se croirait sur une piste villageoise. Une fois sur terre, on se rend compte qu'il s'agit bel et bien de la côtière. Autrefois, fierté des villes comme Fresco, Sassandra et San Pedro. Aujourd'hui, la côtière est dans un état de dégradation avancé.
La côtière est tout simplement dans le coma. Quelques usagers téméraires rencontrés sur cette voie racontent leur calvaire. C'est des nids de poules, des puits perdus même. Avec l'état de la route, il y a des coupés de route. C'est risqué en fait. Charge la route là, ça fatigue l'homme. On casse l'âme, les camions là, ils se gardent, sinon on souffre même. Souvent, en tête là, ça fait t'as poussé. Un peu seulement, la voiture est gâtée. On va pousser. Nous les femmes là, on va pousser. Un peu seulement, la voiture est gâtée. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Santra, Philippe Légré, veut partager cette souffrance avec la population. Il s'est donc rendu sur la côtière. Vraiment, quand je suis arrêté sur cette côtière-là, mes pieds même me font mal. Cette souffrance-là fait que cette côtière-là a éloigné tous les investisseurs de notre district. Le Premier ministre Patrick Achi vient procéder au lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la côtière. Un ouf de soulagement. Je suis en train de vivre une nostalgie. Ça, c'est une triste nostalgie. Parce qu'on ne va plus jamais voir cette côtière-là. Nous allons avoir ici une très belle route. Nous allons appeler tous les gens du district de venir réserver un accueil au Premier ministre pour l'acte combien important qu'il va poser au nom du président de la République, au nom du président Alassane Ouattara. La côtière, longue de 354 km, relie les deux ports d'Abidjan et de San Pedro. Aujourd'hui, à partir de San Pedro pour se rendre à Abidjan, les usagers devront faire le détour par Gagnoua, longue de plus de 500 km. Quittons la côtière, revenons à Abidjan. Et puis il y a aussi cette question, mesdames et messieurs, à laquelle s'est intéressée une organisation non gouvernementale. Quelle perspective de transport pour les personnes en situation de handicap? L'ONG Espoir Handicap s'interroge et plaide depuis 10 années pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Un plaidoyer renouvelé pour la 4e fois au cours d'un panel réunissant des experts quant à cette problématique. C'était à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau. Yannick Efoumi, Franck Quadio. Difficile de se déplacer en zone urbaine pour les personnes en situation de handicap, nos infrastructures manquant très souvent de commodités adaptées. Un constat fait par l'ONG Espoir Handicap qui dénonce et plaide auprès des autorités pour un réaménagement des routes et voiries. Pas 3 éditions, nous constatons qu'il n'y a vraiment pas d'avancée. Nous interpellons nos gouvernants pour que des décisions soient prises en faveur de ces personnes-là. On va sur les biens fondés de ce panel. Mais la question n'est pas totalement occultée. Depuis quelques années, des dispositions sont prises, surtout les questions relatives au droit à l'éducation et à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les infrastructures déjà dont bénéficie donc la ville d'Abidjan, quand on regarde un peu, ne disposent pas de couloirs qui permettent vraiment aux personnes en situation de handicap de pouvoir se déplacer aisément dans la ville. Et c'est pourquoi dans le cas du parc Oga, il est envisagé sur proposition du district que 50 km de voies soient donc réaménagées. Et le projet va prendre en compte les communes de Cocody, de Makori, de Koumassi, les communes d'Adjamé, les communes du Plateau. Même chez moi, au Collège moderne du Plateau, pour avoir accès à mon service, il y a 3 marches. Ces 3 marches, je fais comment? Je suis obligé de demander pardon à ces élèves que je suis en train de soit les appeler, les interpeller. Mon respect est déjà bafoué. Témoignage, mais aussi panel pour mieux porter la réflexion, mais aussi envisager des solutions. En politique, dans la cité du Port au Korogo, des prières ont été dites pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly par les membres du réseau des jeunes cadres du RHDP. Prières et bénédictions ont également été adressées à Dieu Tout-Puissant pour le président Alassane Ouattara, Siekwasi, Godefroy, Okambawa. Paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, des membres du réseau des cadres du RHDP prennent part à la messe du dimanche. Ils sont venus solliciter en union de prière une messe d'action de grâce pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les membres du réseau ont également pris part à la prière collective du vendredi et fait de nombreux dons. Autre action de haute portée, la lecture intégrale du Coran au domicile familial d'Egbon. Lecture suivie du recueillement sur la tombe du défunt. Nous sommes venus à la place Bondala
Nous avons fait une lecture coranique pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes venus aujourd'hui à l'église pour les mêmes prières, prier pour le président de la République, pour que Dieu puisse le guider dans toutes ses décisions. Dans la cité du Poro, les actions du réseau des jeunes cadres du RHDP sont appréciées. L'ex-premier ministre Amadou Gon, nous savons ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, que le Seigneur voit ces actes qu'il a pu poser positivement, ces actes d'amour, ces actes de bonté au sein de notre pays, la Côte d'Ivoire, au sein de la ville de Korogo et au sein de l'Église catholique. Voilà, que le Seigneur vraiment l'accueille dans sa félicité céleste. Chaque Ivoirien doit mettre dans sa tête la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans notre pays. Parce que sans la paix, rien n'évolue, rien ne marche. Donc on prie pour la paix. Le réseau des jeunes cadres du RHDP, en 3 ans d'existence, a mené de nombreuses actions en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du civisme. En tourisme, c'est le top départ de la quinzaine touristique ivoirienne qui a pris son envol en pays acquis à Adzopé, capitale de la région de Lamé. Le Premier ministre Patrick Hachi, président de cette première édition, hier représenté par le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, qui a fait une entrée triomphale sur la place du village de la quinzaine. Le reportage est signé Herman Yamia. C'est la coquette ville d'Adzopé qui a accueilli la première étape du circuit Est de la caravane de la quinzaine touristique, baptisée Merveilles et Traditions sur la route des rois. Cette caravane a traversé, outre la région de Lamé, les territoires des royaumes Agni, Bron et Koulango, d'Abengourou à Bondoukou, en passant par Niblé-Kourou, Kounfao et Tanda. À la tête d'une forte délégation, c'est dans une liesse populaire que le ministre du Tourisme et des Loisirs a été accueilli à Adzopé. La culture étant un produit d'appel du tourisme, les populations, à travers les danses et les expositions des œuvres d'art, ont montré leur intérêt pour le tourisme. La quinzaine touristique qui a lieu en prélude à la célébration de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre prochain en Côte d'Ivoire, le pays hôte, vise à montrer le potentiel touristique des différentes régions du pays afin d'attirer les touristes. Baptisé par les têtes couronnées de la Lamé Kassamblé Yapi, Siandou Fofana, le chef d'orchestre de la quinzaine touristique ivoirienne et de Sublime Côte d'Ivoire, a situé l'intérêt de cette initiative. Je voudrais ici préciser que le tourisme en 2019 a contribué au PIB à hauteur de 7,3%, représentant un peu plus de 1400 milliards. Cette route des rois doit permettre de vendre d'abord la culture, les traditions, mais aussi les arts culinaires. L'une des attractions de cette visite dans la région de Lamé a été l'ascension du mont Mafa-Mafou, l'étape de la localité de Bessedi-Brignan, un pur moment d'évasion entre pèlerinage et randonnée pédestre. Pour dire vrai, c'est impressionnant. Nous avons fait un bout de chemin qui n'a pas été vraiment facile, mais c'est très impressionnant, c'est très génial. Pour nous autres qui avons atteint la soixantaine, arriver ici, c'est quand même une prouesse. Mais en tout cas, c'est exaltant. La légende dit que les vœux émis au pied de cette montagne se réalisent. C'est pourquoi certaines personnes y viennent en pèlerinage et se soumettent aussi au bain dont l'eau est recueillie dans cette source intarissable. J'ai accepté de faire ce bain parce que voilà, je découvre mon pays, je suis ivoirien, je suis africain et je ne suis pas fermé donc à tous ces rites traditionnels là. Parrain de la 2e édition du Mafa Festival qui vise à valoriser les atouts culturels de la région de Lamé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable s'est aussi rendu au Mont Mafa. C'est une référence. Et donc on ne peut pas venir à Bessedi-Brignan et puis repartir comme ça sans venir donc visiter le mont. En même temps qu'on visite, en même temps on se confie aussi au Marne. Pour la petite histoire, c'est sur cette colline que le célèbre artiste Frédéric Ewimewe a tourné le clip de sa chanson à succès « Les génies vous parlent ». Les génies vous parlent. Justement, et en attendant de pouvoir décrypter le message des génies, direction l'actualité internationale au Mali. La transition adopte 2 lois d'amnistie pour les putschistes, les soldats qui ont pris le pouvoir. Les textes concernent le coup d'État d'août 2020 contre le président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, et le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition, Bandao. Concrètement, cela signifie que les putschistes
ne peuvent plus être poursuivis par la justice pour leurs actions contre les autorités en place à ces deux périodes. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information, à 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire. Agréable fin de soirée.